Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Salut à toutes et à tous, vous regardez L'œil de Moumou, votre émission hebdomadaire avec Mourad Guichard qui ausculte chaque semaine nos grands médias et vous en livre les dérives, les dérapages et quelques rares accomplissements. Cette émission existe grâce à votre soutien et le média a plus que jamais besoin de vous dans cette période où nous souhaitons apporter un autre son de cloche au discours médiatique et politique d'extrême droite. Le média lance Riposte, une campagne citoyenne cruciale pour bâtir une chaîne d'information indépendante et populaire. Sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne, nous voulons porter les voix inaudibles, celles qui dérangent, celles qu'on ne veut pas entendre ailleurs. Rejoignez-nous et soutenez la riposte en allant sur le site internet campagne.lemediatv.fr. C'est parti pour l'œil de Moumou. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi cher Fabrice. Alors on commence avec évidemment le fameux préambule et on passera au top et au flop, mais place au préambule d'abord. Oui, alors le préambule, je le rappelle très simplement, c'est des choses qu'on ne peut pas classer dans les tops ni dans les flops, et peut-être des petites précisions sur l'émission précédente, comme ça arrive parfois. Alors là, justement, je vais faire un mea culpa, puisque la semaine dernière, j'avais parlé de Frédéric Ancel, de ses errements intellectuels, oui, et notamment de ses positionnements un peu foireux sur ce qui se passe au Moyen-Orient, qui prend ça avec un petit peu de légèreté, je trouve. Eh bien, mea culpa, j'étais largement en deçà. Il vient de se faire piéger en reprenant au premier degré une information qui était au 114e degré, et comme Frédéric Ancel, c'est encore Pascal Boniface qui en parle le mieux, je lui laisse la parole. Vous êtes sans doute comme moi à apprécier l'œil critique de Moumou, Mourad Guichard, qui nous régale chaque semaine sur le média avec son émission L'œil du Moumou. Et en fait, l'œil, il est vraiment très avisé. Il vient de soulever un truc absolument génial. Il y a un site parodique qui s'appelle Libération. Donc, normalement, quand même, on sait que c'est pas très sérieux. C'est même marqué exprès en dessous, compte parodique. Donc, c'est compliqué. Et puis, c'est l'interview d'un ex-militant du RN, Adrien, qui dit « Ça m'a ouvert les yeux. La droite n'a pas ce genre d'argument. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. » Confie Adrien, un ancien militant du RN. Et donc, il explique que, ayant vu les photos en maillot de bain de Hassan, eh bien, il quitte le RN pour aller à la FI. Frédéric Ancel, donc, reprend ça directement, même en citant toujours libération.fr et en disant, d'habitude, c'est du rouge au brun, mais pourquoi pas, les extrémistes demeurent dangereux en tous les cas, et en l'occurrence, grotesques. Qui est grotesque de reprendre un site parodique d'un type parce qu'il a vu Rima Hassan en maillot de bain, il devient LFI. Non mais franchement, il faut de temps en temps un peu vérifier ses sources parce que on est vite ridicule. Heureusement, ça ne tue plus. Mais de toute façon, il sera toujours invité très sérieusement, expert, gna 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 gna, et stand Wi-Fi Israël. Mais quand même, on atteint là, normalement, on ira, ça vérifie un peu ses sources. Mais là, vraiment, et bravo Moumou pour cette petite perle qui nous fait bien tous rigoler. Donc voilà, il a confondu donc Libération, enfin c'est écrit noir sur blanc, et penser qu'un militant Rassemblement National va rejoindre les filles pour une histoire de maillot de bain, enfin c'est complètement ridicule. Donc il est vraiment en deçà de tout. Une autre chose, je me rends compte que je parle beaucoup évidemment de télévision, je parle beaucoup de presse radiodiffusée, puisque maintenant on n'arrive plus trop à faire la différence entre les deux, un peu de presse écrite, mais je vous parle très peu des réseaux sociaux. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de personnes qui nous regardent qui ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Et ça enseigne quand même pas mal de choses, notamment par rapport au conflit au Moyen-Orient, avec un changement, vous avez noté un changement de paradigme, on en a parlé ici, à savoir qu'il y a tout un pan de gens qui ont soutenu pendant X temps le génocide, qui ont soutenu Netanyahou, et puis qui commencent à dire « Ah là là, il y a quand même beaucoup de petits enfants qui sont en train de mourir, il y en a peut-être un petit peu trop, hein, les Sfar et compagnie. Et puis, il y a une deuxième frange, alors celle-là, elle est vraiment redoutable et terrible, vous allez voir, c'est... ils mènent maintenant une propagande que je qualifierais d'anti-arabe. Parce que pour eux, les Iraniens, c'est des Arabes, ils n'en ont rien à foutre. C'est la même chose. Pareil pour les Palestiniens. Et je vais vous prendre un exemple où là, ils vont littéralement se radicaliser. Je vais vous prendre un exemple avec un ancien journaliste de Libération qui s'appelle François Camé. Et qu'est-ce qu'il va nous raconter, le Camé, que, écoutez bien, c'est terrible. Partout où ils ont été accueillis, les Palestiniens ont en effet cherché à déstabiliser le régime en place, qui a donc souvent dû les massacrer. Cette rhétorique, elle remonte, je ne sais pas à quand, hein, parce que la haine des Juifs, l'antisémitisme a traversé le temps, malheureusement. Jusqu'à très récemment, je me rappelle qu'un célèbre Français, activiste, antisémite notoire, condamné pour ça, je ne vais pas donner son nom, hein, il est assez facile à retrouver, avait dit très clairement, ouvrez les guillemets, à un moment donné, les Juifs devraient se poser la question de savoir pourquoi, partout où ils vont, ils sont à ce point-là détestés.
Et là, c'est la même rhétorique. Je redis la phrase parce qu'elle est importante. Ils cherchent à déstabiliser partout où ils vont le régime en place, qui a donc souvent dû les massacrer. Je ne sais pas ce que tu en penses, Fabrice, et ça m'intéresserait. Je trouve qu'on n'est pas très loin de l'apologie de crimes contre l'humanité quand on justifie ça. C'est formidable. Ça sert le discours qui tend à dire que les Palestiniens, s'ils subissent le sort qu'ils subissent, ce serait quelque part de leur faute. C'est eux, les impertinents, qui arrivent quelque part et s'imposent, alors qu'ils sont chassés de leur terre. Et sèment le chaos. Un autre exemple avec l'inénarrable Rachel Kahn, qui va... Alors là, elle se bunkérise, vous savez, c'est la fameuse scène que je cite souvent de la chute, où on voit Hitler en train d'enlever ses lunettes de manière comme ça, là, assez nerveuse. Elle va se bunkériser et regardez bien ce qu'elle va balancer. On est exactement dans le même registre. Elle va comparer l'Iran à une pieuvre. Une pieuvre qui a des tentacules, vous savez, un peu partout au Moyen-Orient. Ça vous rappelle rien, ça, cette fameuse pieuvre? C'est exactement la propagande antisémite de l'entre-deux-guerres, où on montrait le juif, on symbolisait le juif, je dis bien le juif, comme étant une espèce de pieuvre avec ses tentacules autour de la terre qui tient tout, qui tient évidemment la finance, qui tient les médias, qui tient ainsi de suite. Ils en sont là, voilà. Et donc je voulais vous faire part de ça parce que c'est en train de je le redis, c'est en train de se bunkériser de manière assez violente et ces gens-là sont donc capables d'utiliser, donc je redis, Rachel Kahn et François Camé notamment, d'utiliser des moyens qu'utilisaient les antisémites avérés de l'entre-deux-guerres. On sait où ça a mené. Une dernière chose. Il y a Sofia Boko Haram qui est recadrée par la Société des journalistes du Parisien. Donc la Société des journalistes regroupe un certain nombre de journalistes et puis parfois ils émettent. Alors la Société des journalistes du Parisien, c'est pas le syndicat CGT du livre, hein. c'est pas des staliniens qui vont à coups de hache. Simplement, ils vont sortir un communiqué. Alors je vais juste vous lire donc pour dénoncer en fait le parti pris de Sofia Boko Haram qui va très précisément faire un procès. C'est facile, hein, donc il l'accuse de régler ses comptes. Elle va faire un procès évidemment à ce qu'on a appelé la flottille et elle va taxer Greta Thunberg de Miss Chris Prolls. Vous vous rendez compte, tout ça parce qu'elle est d'origine suédoise. Je veux dire, imaginons un quart de seconde qu'on la taxe, elle, de Miss Couscous du fait de ses origines. Ce serait complètement fou. Et donc, effectivement, elle passe son temps dans le Parisien. Elle a une chronique, je crois, hebdomadaire. Elle passe son temps à régler ses comptes. On n'est plus du tout dans l'humour. Si elle a un jour connu l'humour, je ne sais pas, ou si elle a fréquenté l'humour, je ne sais pas. Il faudrait qu'on la présente à notre ami, notamment Kevin Razi, qui lui donne des leçons, dont on parlera tout à l'heure. Et il termine comme ça, donc le communiqué de la SDJ. Alors que notre journal fait face à un plan d'économie qui réclame des efforts à l'ensemble des services, nous demandons également la suppression de ces chroniques dominicales, lieu trop souvent de règlement de compte, ce que je vous disais, qui n'intéressent pas nos lecteurs et de partis pris idéologiques doublés d'obsessions personnelles qui ne reflètent pas la diversité de leurs opinions. Fermez le banc. Toute dernière chose, pour le coup, la semaine dernière, je vous avais parlé de Daniel Schneiderman qui avait mouché un éditocrate, un éditorialiste, un essayiste, comme vous voulez. En fait, il s'agissait de Guillaume Erner. Je m'étais un peu pris les pieds dans le tapis, donc j'avais fait une confusion, une inversion. Donc merci à la communauté du streamer Shelex pour m'avoir corrigé de manière assez efficace. Et c'était donc le préambule, on passe à nos tops et nos flops. Allez, place au top avec d'abord le sénateur communiste de Paris, Ian Brossat, qui a fait quelques sorties médiatiques assez remarquées. Ah ouais, il est toujours très bon, Ian Brossat. J'espère qu'un jour on aura le plaisir de le recevoir ici. L'invitation est déjà lancée, hein. C'est une question d'agenda. Ian Brossat, donc le sénateur communiste, ancien adjoint au logement, enfin, il est surtout connu ça pour son travail sur le logement à Paris, absolument, et notamment le logement social. Il va oser, et puis son engagement sur ce qui se passe au Moyen-Orient, sans coup férir, il est vraiment toujours droit sur ces questions-là. Et là, il va oser une comparaison qui va faire couler beaucoup d'encre entre les différents intégrismes religieux. Je vous laisse écouter. Sur un point, personne ne nous fera croire qu'Israël, que Benyamin Netanyahou, qui est un chef de gouvernement raciste, suprémaciste, défend les libertés dans le monde. En l'occurrence, Israël, par exemple. Personne ne le dit. Israël dispose de la bombe. Israël a refusé de signer le traité de non-prolifération. Israël ne l'assume pas, mais c'est la réalité. Vous savez quand même qu'un citoyen israélien qui était ingénieur nucléaire a été condamné à 18 ans de prison, dont 11 à l'isolement parce qu'il a révélé qu'Israël disposait de la bombe. Donc finalement, vous mettez Benjamin Netanyahou et les mollahs iraniens sur le même plan. Mais d'ailleurs, idéologiquement, un certain nombre de ministres du gouvernement de Benyamin Netanyahou sont des ultra-orthodoxes qui ne réservent pas un meilleur sort aux femmes que les mollahs iraniens. Ce sont ces idéologies-là qui sont dangereuses et qu'il faut combattre. En tout cas, il ne faut pas avoir la moindre mansuétude
à l'égard du gouvernement israélien qui commet un génocide à Gaza et que nous avons laissé bénéficier d'une forme d'impunité depuis maintenant 20 mois. Il est temps que ça s'arrête. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est de voir le visage, l'attitude du... Ils sont sidérés parce qu'ils ne sont pas habitués à ce qu'on dise des simples vérités comme ça. Oui, un gouvernement bercé, matiné, dirigé par quelque chose de l'ordre du théologique, qu'il soit israélien, qu'il soit iranien, la différence finalement, au regard des droits de l'homme, au regard des droits de l'homme en général, et puis des droits des femmes, comme il l'a précisé, il n'y a pas une différence si importante que ça. Et aussi dire que l'intégrisme, ce n'est pas grave seulement lorsque cela regarde les musulmans. Et le fait qu'ils soulignent que des orthodoxes proches de Netanyahou peuvent être radicaux, c'est problématique pour eux. On sent vraiment le côté presque du vampirisme de la propagande israélienne. Évidemment, sauf que Yann Brossa, il a un grand-père qui a fait longtemps de la prison pour avoir donné, quand il était en Israël, avoir donné des informations à l'Union soviétique. Il est de culture juive, et donc c'est plus compliqué de le taxer d'antisémite. Et là, ils sont un peu coincés quand même, et c'est ça qui fait un peu plaisir aussi, entre guillemets plaisir bien sûr, face à ces élitocrates. Yann Brossa qui était également sur le média, interviewé dans la contre-matinale par notre camarade Cyril Emba. Ouais, une chaîne qui mériterait d'être sur la TNT, largement. Donc oui, nous recevions Yann Brossa, rebelote, et là il s'est lancé dans une démonstration que je trouve très intéressante, puisqu'on en parle très souvent ici, la question du 2 poids, 2 mesures. Écoutez quand c'est fait à la sauce Yann Brossa. Il y a un parti pris, c'est vrai particulièrement au Sénat, qui est dominé par la droite, mais dans notre pays de manière générale, en faveur d'Israël et du gouvernement dont les Israéliens se sont dotés, qui est profondément scandaleux. Enfin quand même, quand vous voyez qu'il a fallu 7 jours pour que des sanctions s'appliquent contre la Russie, lorsque la Russie a envahi la Crimée, et qu'au bout de 20 mois, il n'y a pas eu de sanctions contre le gouvernement israélien, alors même que sa barbarie, sa sauvagerie sont désormais exposées aux yeux du monde entier. Oui, il y a un 2 poids 2 mesures. De même qu'il y a un 2 poids 2 mesures, quand on voit que les maires qui avaient affiché le drapeau israélien sur leur mairie depuis des mois n'ont jamais été inquiétés, et que aujourd'hui des maires qui affichent le drapeau de la Palestine reçoivent un courrier du préfet dès le lendemain. Il y a quand même un sujet. Enfin, comment est-ce qu'on peut considérer que le gouvernement israélien puisse continuer à être célébré comme il l'a été, alors même qu'on voit les massacres qui sont commis par celui-ci. Enfin, il y a quand même un sujet de 2 poids 2 mesures qui me heurte profondément, et je pense que des millions de Français sont heurtés par ça, parce que c'est pas ce qu'on attend d'un pays comme la France. Bon, je précise qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Alors on se connaît avec Yann Brossa depuis un certain temps, mais enfin, il n'y a pas de conflit d'intérêt, c'est vraiment, mais pareil pour les autres intervenants sur les plateaux, comme je le dis régulièrement, qui reçoivent des tops, c'est sur pièce, comme vous avez pu le voir. Un top paradoxal à présent, avec encore des saillies verbales de Franck Tapiro. Alors, Tapiro, c'est l'incarnation pour moi, alors l'incarnation de la crétinerie, mais ça, tout le monde l'aura vu et le sait, mais c'est aussi, et là, je souris un peu moins, c'est l'incarnation pour moi de l'impunité la plus totale. Et on revient à ce 2 poids 2 mesures. Écoutez ce qui va se permettre de dire. Je pense que dans une certaine mesure, ça vient alimenter une forme d'antisémitisme. Et c'est ça qui est très grave, je vous laisse écouter. C'est qu'Israël, nous on doit être conscient pour tout le monde, responsable pour tout le monde. Quand on est victime, on doit être aussi un petit peu coupable, sinon ça va pas. Oh, j'ai envie de dire quelque chose qui ne se dit pas d'habitude, mais vous savez quoi? On vous emmerde. On vous emmerde. On a le droit de vivre, le droit d'avoir notre pays, le droit d'avoir notre peuple en sécurité, le droit de croire en la vie. Et ceux qui ne croient pas en la vie et en notre mort, ceux-là, ce sont nos ennemis. Et nos ennemis, on va les éliminer. Imaginez un quart de seconde qu'un musulman d'apparence puisse tenir de tels propos, à dire on vous emmerde. Nous, on n'applique pas le droit international. On a le droit de balancer des bombes où on veut. On n'a pas de compte à vous rendre. Imaginez le tollé que ça aurait fait. Voilà, une fois de plus. Allez, on passe à notre top mea culpa avec Mourad Boudjelal, le chroniqueur des GG sur RMC. Il va se lancer... les Mourad. Hein. C'est marrant, toutes les semaines, il y en a. Toutes les semaines, il y a des Mourad, je ne sais pas pourquoi. Je ne le fais pas exprès. Donc, Mourad Boudjelal, qui est connu pour ses activités d'Ovalie, va
se lancer, je pense, avec sincérité. Je ne le connais pas personnellement, mais il va se lancer vraiment dans un long monologue assez sincère, en montrant qu'il est, en expliquant à quel point il est choqué par ce qui se passe et que ça le dépasse complètement, le nombre de victimes et ainsi de suite, et puis les attaques, les nouvelles attaques et tout ça. Et il va être repris par Truchot. Alors pourquoi est-ce un top mea culpa? Parce que quelque chose m'avait complètement échappé dans le profil. On parle souvent de Truchot, hein, des grandes gueules. Quelque chose m'avait complètement échappé le concernant. Je vous laisse écouter. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pays qui ne respecte aucun des accords du droit international. Le droit international prévoit qu'on n'a pas le droit d'attaquer un autre pays, sauf en état de légitime défense, bien sûr, ou sauf si on a été attaqué. Non, guerre préventive, ça existe. Oui, avec l'autorisation de l'ONU, je suis d'accord. Je ne crois pas que l'ONU est validée. Israël bombarde... alors, je ne vais pas employer mes génocides parce que ça choque. Israël extermine une population. Voilà, c'est à peu près pareil. Israël a bombardé la Syrie, a bombardé le Liban, a bombardé l'Iran. Pour se débarrasser des proxys iraniens. Non, ça c'est la propagande. C'est la propagande. Ne m'accuse pas de reprendre la propagande. Moi, je suis journaliste. Moi, je dis un citoyen, tu as des opinions. Moi, je donne des faits. Je donne aujourd'hui des faits. Aujourd'hui, rien ne prouve que l'Iran n'a pas de bombe atomique. Moi, je vous dis une opinion. Moi, je vous dis une chose. C'est pas des faits. Je vous dis une chose. J'avais complètement zappé que Truchot était journaliste. Et donc, c'est mea culpa. Il le dit lui-même. D'accord. Il le dit. Il le dit. Quand on n'est pas d'accord avec lui, c'est qu'on sort des conneries et qu'on donne simplement son avis, alors que lui, c'est un vrai journaliste. Alors que la semaine dernière, on a prouvé une fois de plus qu'ils étaient capables sur ce plateau, alors en l'occurrence, c'était Marshall, qui n'a pas été contredit par Truchot, à raconter les pires conneries. En l'occurrence, là, c'était, si vous vous en rappelez, la démission du directeur de la compagnie ferroviaire japonaise pour 5 secondes de retard, ce qui n'est jamais arrivé. Mais simplement, quand on le dit en tapant comme ça sur la table, ça passe crème. Donc, bienvenue dans la grande famille des journalistes, mon cher Truchot. J'espère que tu y resteras le plus longtemps possible. Incroyable. Bienvenue à ce nouveau confrère. Top compassion à présent, Momo. Oui, alors ça, c'est terrible. Je voulais en plaisanter, mais finalement, c'est pas très drôle. Le Figaro va se retrouver à la noce avec, alors certes, un criminel de guerre, mais qui est en train de vivre quelque chose d'absolument effroyable. Je vais vous laisser voir ça à l'écran. À cause de la guerre, à cause des bombardements, enfin, c'est pas une guerre, hein, en l'occurrence à Gaza, à cause des bombardements, à cause des milliers de bombes, des milliers de tonnes de bombes et des milliers de morts, il a dû reporter une nouvelle fois, on parle de Netanyahou, bien sûr, il a dû reporter le mariage de son fils. Le pauvre. Je crois qu'on ne mesure pas parfois la souffrance humaine, surtout dans une région plutôt apaisée, où il ne se passe pas grand-chose, c'est encore plus terrible. Et je pense qu'il y a un côté injuste d'avoir à subir ça, alors que les gens autour vivent plutôt bien. Hein. Et on peut, je pense, le lier au prochain top, d'ailleurs, les frappes de missiles iraniens, lorsqu'ils touchent un hôpital israélien, tout de suite, on sent qu'il y a un besoin de revendiquer le droit international, la justice internationale. Alors, comme disait Manouk44, que je cite souvent ici, qui est une excellente internaute, qui a beaucoup d'humour notamment, et un humour parfois un peu grinçant, ils ont découvert il y a quelques jours, effectivement, la notion de droit international. Je parle d'Israël, du gouvernement israélien. Et là, ils vont nous faire un sketch digne des inconnus, ou de Kevin Razi, je continue mon running gag, qui va parler du bon et du mauvais crime de guerre. Et devinez de quel côté se trouve le bon et de quel côté se trouve le mauvais crime de guerre. Je pense que vous l'avez deviné, mais enfin, c'est toujours bien quand c'est raconté par les intéressés. L'Iran vient de déclarer qu'elle considère que cet hôpital est une cible militaire. Qu'est-ce que vous répondez? Je réponds que les Iraniens sont des criminels, les Iraniens sont des assassins, et que cette frappe prouve la volonté destructrice de tuer des Israéliens, de tuer des civils en Israël. Cet hôpital est un hôpital, comme vous pouvez le voir. Vous avez vu par vous-même, il y a des équipes ici médicales israéliennes, juives, musulmanes. On travaille tous ici ensemble. Allez, c'est parti pour les flops. Et pour le premier flop, c'est désormais une série, oui. la propagande donc des franco-israéliens qui sont de retour. Alors ce qui est très troublant, on en avait parlé la semaine dernière, mais ce qui est très troublant, donc je rappelle qu'ils font en manière quasi continue, ils vont interviewer des franco-israéliens qui cherchent à se barrer, parce que les frappes, la guerre c'est bien, mais enfin on va quand même rentrer en France pour se mettre à l'abri, et ils vont... Eux ont la chance de pouvoir le faire. Alors, ils vont râler contre le Quai d'Orsay en disant on s'occupe pas de nous, gna gna gna, j'ai dû payer mon propre billet. Et puis là, ils vont tomber sur une femme. Alors, ce qui est très troublant, c'est qu'on ne sait jamais si
ils étaient là-bas pour des vacances, s'ils résidaient là-bas, s'ils ont participé au génocide ou pas, on n'en sait rien. On a juste un beau récit, un beau roman, une belle histoire qui raconte la difficulté qu'elle a eu à venir. Et alors, vous allez tendez l'oreille, comme on dit sur France Musique, vous allez entendre, je crois qu'elle s'appelle Gwenaëlle, elle va expliquer son périple, et Éric Brunet va essayer de le dramatiser comme si c'était une traversée du désert, sauf qu'elle va employer un mot qui va complètement disqualifier ce que souhaite faire notre ami Brunet. Je vous laisse écouter. Gwenaëlle Darmon, bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez réussi à prendre un bateau, et pas un bateau rapide, je crois, pour aller vers Chypre en Méditerranée. C'est bien cela ? Oui, c'est bien cela. Hier, à 13h, on a décidé de se rendre à Haïfa pour prendre un bateau pour quitter Israël et rejoindre la France. C'est un bateau qui nous a emmenés à Chypre. Ça a été une expédition qui a duré presque 20 heures, toute la journée et toute la nuit. C'était un bateau, une sorte de chalutier en fait, une sorte de bateau de pêche qu'on a trouvé pour pouvoir sortir d'Israël parce que nous étions déjà bloqués depuis 8 jours en Israël, sous les missiles, et on n'a jamais eu d'aide pour pouvoir rentrer chez nous. On a dû s'inscrire au tout début. Gwenaëlle, ça veut dire que abandonner, on va dire, en Israël à votre situation, vous êtes allé à Haïfa, vous avez trouvé un bateau de pêche, c'est ça ? C'est un bateau de pêche, et vous avez mis 20 heures pratiquement pour faire Chypre-Israël, ce qui est assez considérable, ce que je disais tout à l'heure, et pas un bateau rapide. Donc ce formidable lapsus, c'est évidemment le mot croisière. Elle emploie elle-même le mot croisière pour parler de son déplacement en une journée et demie dans un bateau de pêche, quand même pas, c'est pas non plus un bateau de migrants, faut pas déconner à un moment donné. Et ce qui est drôle, je trouve, c'est qu'elle emploie le mot croisière, qui est le même mot qu'on avait objecté à ce qu'on a appelé la flottille, avec notamment Rima et Greta. On leur avait dit c'est une croisière, vous faites les belles, vous vous prenez en photo et compagnie. Elle emploie exactement le même terme. J'ai trouvé ça assez croustillant. Alors, dans le prochain flop, on a une séquence assez surréaliste du réalisateur franco-israélien Eli Chouraki. Oui, Eli Chouraki. Alors, pareil, il fait partie de la grande famille des gens dont je me demande encore ce qu'ils foutent sur les plateaux de télé pour parler de ce genre de choses. Eli Chouraki, donc, il n'a aucune connaissance. Je vais y aller calmement parce que voilà. On va simplement résumer, il n'a aucune légitimité, aucune connaissance de ce qui se passe, de questions de géopolitique ou autre. Il va pourtant venir en faisant des grands effets de manchette comme ça, et il va expliquer, s'appuyer sur la Shoah, sur Auschwitz, ce qui est absolument dégueulasse. Quel rapport entre Auschwitz, parce que c'est d'Auschwitz qui va parler, et ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient? Il n'y a strictement aucun rapport. Pourtant, il va s'appuyer là-dessus, et il va sortir une énorme connerie que je vous laisse écouter, et je vous la débunk juste après. Ce genre de truc doit également survenir également en Iran. Eric, il y a des collabos partout. Oui. Il y a eu des collabos en France, jusqu'à la Libération, vous savez, on a sorti les Juifs d'Auschwitz pour leur faire la grande marche de la mort, alors que les Américains étaient en Normandie et qu'on savait que la guerre pour les SS était perdue. Ils les ont fait marcher juste pour les faire mourir parce qu'ils voulaient tuer encore plus. Il y a toujours eu des collabos partout. C'est très grave. C'est très grave aujourd'hui de dire qu'on est pour les mollahs. C'est très grave aujourd'hui de ne pas comprendre ce que Israël est en train de faire pour les Iraniens. Et je ne mélange pas les Iraniens et la République islamique. C'est très grave et j'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Parce qu'il y a des hommes qui meurent et des femmes qui meurent en Israël pour sauver une population. Alors, non seulement je trouve ça absolument dégueulasse d'instrumentaliser la Shoah pour arriver à des conclusions comme en parlant de collabo. Je ne sais même pas où il va en venir réellement, Chouraki. Mais en plus, il va sortir une énorme connerie parce qu'il va parler des marches de la mort. Et les marches de la mort, je vous avais parlé ici d'un excellent ouvrage, un ouvrage de référence qui s'appelle Les bourreaux volontaires de Hitler, de Gold Oden, qui est un prof d'Harvard, et qui raconte ces fameuses terribles marches de la mort. Mais c'est sauf que ces marches de la mort ont eu lieu bien après le débarquement de Normandie. C'est une fois que l'armée rouge a commencé à se rapprocher de Berlin qu'ont eu lieu ces fameuses marches où effectivement on veut sortir femmes, enfants, alors je crois que c'est à l'hiver 44-45, on faisait sortir les femmes, les enfants, on les faisait marcher dans la neige parce que c'était horrible, afin d'en éliminer le plus possible, afin qu'il n'y ait pas de témoins tout simplement. Et
Et donc Chouraki ment. C'est pas en 44, c'est pas en juin 44 que ça a commencé. Donc c'est même, si vous voulez, même dans des choses qu'il va essayer d'instrumentaliser et essayer, il va tomber dans une espèce de révisionnisme de l'histoire qui me semble préjudiciable. Et je ne comprends d'autant pas pourquoi on continue de l'inviter, puisqu'on sait très bien qu'il va raconter des conneries et que une fois qu'on a vérifié 2 fois, 3 fois, on dit stop, qu'on arrête de l'inviter. J'espère que peut-être LCI prendra conscience de ça, sachant que LCI, très honnêtement, ils ont assez souvent, Caroline Fourest mise à part, ils ont assez souvent des intervenants plutôt solides. Allez, un flop à présent sur nos collègues, mais je tiens à mettre des guillemets, hein. Attention, nos collègues avec beaucoup de guillemets. Tu peux mettre des bâches, je peux mettre des bâches avec autour du terme collègue, parce que ça ne les définit justement pas à cause de ce flop. Oui, alors si on voulait avoir, je vais le faire très court, si on voulait juste avoir la confirmation que ce ne sont pas des journalistes mais des militants racelards, regardez ce qu'ils ont mis en avant, mais comme ils ont glorifié une action absolument abjecte qui consistait à mettre une espèce de bâche qui ressemblait à une piste d'aéroport devant un endroit où se réunissaient notamment des mineurs isolés. Enfin, je veux dire, sous-entendu, la direction de l'aéroport, c'est par là, vous dégagez, et ils mettent remigration. En gros, c'est complètement abject. Ils n'ont plus rien, mais ils n'ont jamais eu d'ailleurs, mais ils n'ont même pas la décence de... ils peuvent relater ce genre d'informations. Là, ils s'en félicitent. Donc, on n'est plus dans le journalisme du tout. Alors, pour la petite histoire, il y a une militante présente sur place qui a expliqué qu'ils avaient utilisé, après les gamins avaient utilisé la fameuse bâche pour en faire un espèce d'aquaplaning, un truc d'aquaplaning. Donc, c'était un beau pied de nez, je trouvais ça assez sympa. Voilà, et on termine avec un autre média qui ne vole pas très haut, pas plus haut, le Figaro, qui s'arrange avec les chiffres d'un sondage. Complètement, ils vont s'appuyer sur un sondage complètement bidonné qui a été commandité par l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Je vous avais déjà prévenu plusieurs fois, je vous avais dit, attention, quand vous voyez marqué Observatoire, faites très attention. Alors quand en plus il y a dedans immigration, là vous pouvez faire, c'est un strike, vous êtes sûr que c'est un truc d'extrême droite. Eh bien c'est le cas, et ça a été commandé, donc c'est Sterrin qui est derrière tout ça, le fameux milliardaire. Et ça vient complètement contredire l'extrême droiture, pour le coup, de l'INSEE qui donne des vrais chiffres et qui explique combien, évidemment, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte à la société, et que donc c'est quelque chose, je trouve, d'absolument infect de leur part. Ils pourraient au moins faire semblant de faire un peu de journalisme et puis d'opposer, tout simplement, d'opposer au moins les chiffres. Je veux bien qu'ils prennent ce chiffre-là, pourquoi pas, mais simplement qu'ils le mettent en perspective, ce qu'ils ne font évidemment pas, et c'est bien là que ça pose question. Et voilà pour les flops. On passe à notre rubrique au microscope. Alors Mourad, pour cette rubrique au microscope, on va parler d'un événement ou d'une séquence qui a eu lieu il y a quelques jours. Alors, à l'occasion de leur 20e anniversaire, les chroniqueurs supposés percutants et francs du collier de RMC ont traversé la France pour aller à la rencontre de leur public. Et pour la dernière étape de cette tournée, c'est dans un décor hautement symbolique, celui de l'Assemblée nationale, qu'ils ont décidé de se poser. Une table explosive, des personnalités politiques reconnues, Gérald Darmanin, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, des personnalités donc qui sont passées chacune à son tour pour un débat sans filtre et sans retenue, c'est le cas de le dire, mais autour donc du leader de la France insoumise, ce qui devait être un moment de dialogue a viré au pugilat en direct. Flora Guébali, qui se présente comme chroniqueuse et militante de gauche, a eu du mal, on va dire, à cacher sa haine et son mépris pour la France insoumise et pour la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Alors, la question, fallait-il ou pas y aller ? C'est souvent cette question qu'on se pose. Et donc, je l'ai posée. Alors, j'ai fait un sondage, très sérieux sondage sur Twitter. Alors, il y a 1800, 1900 personnes qui ont répondu. Moitié d'hommes, moitié de femmes, avec des CSP différentes, des gens venant de la France entière. Et puis, de 18 jusqu'à 64 ans. Donc, c'est vraiment un panel très... Non, je plaisante, évidemment, je déconne. C'est un truc Twitter à la con. On découvre l'Institut de sondage de Mourad Guichard. Non, je plaisante parce que très souvent, vous avez des médias très sérieux qui expliquent que c'est un sondage, alors qu'en fait, c'est pas du tout un sondage, n'importe qui peut aller cliquer. Sauf que là, ce qui est quand même intéressant, d'abord, il y a beaucoup de gens qui y ont participé, et ce qui est assez intéressant, je trouve, pour le coup, c'est que les gens ont été très, très, très nombreux à laisser un commentaire en dessous ou m'ont laissé des commentaires en DM. Ce qui signifie que je
peut à peu près voir qui a répondu. Et très honnêtement, majoritairement, alors je n'ai pas les profils bien sûr, mais très majoritairement, c'était des gens proches ou militants de la France insoumise. Donc ça rend, je trouve, plutôt intéressant le résultat. Et donc la question c'était, j'aurais besoin de votre concours pour ma prochaine chronique. Nanana. Selon vous, Jean-Luc Mélenchon aurait-il dû se rendre sur le plateau des grandes gueules? C'est une question très simple. Hein. Et donc ils ont été 40,9% à répondre oui, il aurait dû y aller, et non à 59,1%. Donc ça donne envie quand même de savoir pourquoi il y a une telle... pourquoi c'est scindé comme ça presque en deux, finalement. C'est pas très éloigné, les deux camps sont pas très éloignés l'un de l'autre. Alors, j'ai une première réponse, quelqu'un qui s'appelle Patrice de l'Écho du Bitume, qui est un média alternatif, indépendant, m'a posté une courte vidéo qu'on va regarder, et je trouve que c'est quelque chose que j'ai entendu et lu à plusieurs reprises. Je vous laisse écouter, c'est très court. Cher Moumou Guichard, alors moi je vais te répondre. Oui, franchement, il a bien fait d'y aller, il a accepté cette invitation. Pour la bonne et simple raison que souvent dans ces médias on dit les gens de la FI, Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas venir sur nos plateaux de télé. Sauf que on ne les invite pas souvent. Faudrait déjà qu'on les invite. En faisant le calcul, quand je vois quand même que la France Insoumise représente un certain nombre d'électeurs, je ne comprends pas pourquoi on invite plus souvent la droite qui a beaucoup moins de députés, l'extrême droite ou l'ultra-droite comme Zemmour, qui sont invités H24. Alors, pour une fois que Mélenchon pouvait venir sur une émission qui a quand même un certain impact médiatique, oui, il a bien fait de venir. Et il a encore démontré une chose, la fameuse tortue, c'est que, malgré son âge, le vieux est quand même encore pimpant. Voilà. Parce que les réactions qu'il a eues vis-à-vis du public, je les trouve géniales. Et il a su répondre avec une certaine invective, mais pas avec une certaine violence. Et c'est ça que j'apprécie chez lui. Il répond par l'invective et non pas par la violence. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire en France. Moi, je dis toujours, tu prends Jaurès, tu prends Marchais, tu prends les grands socialistes de l'histoire, tu les mélanges, ça donne Mélenchon. Alors, ce qui m'a, moi, mis la puce à l'oreille, en fait, c'est... j'ai pas d'avis tranché là-dessus, je le précise, et puis d'ailleurs, à mon avis, on s'en moque un peu, mais j'ai pas d'avis tranché. Simplement, j'ai été surpris par l'introduction qu'a fait Jean-Luc Mélenchon, en expliquant qu'il n'allait plus ailleurs, mais qu'il, donc sur d'autres plateaux, parce qu'il souffrait d'être une espèce de punching ball comme ça de manière récurrente, et il va expliquer pourquoi il continue de venir chez les grandes gueules, et j'ai pas bien compris si c'était du premier ou du deuxième degré. Je vous laisse écouter et vous faire vous-même votre jugement. Merci d'avoir accepté cette invitation pour les 20 ans des GG. En 20 ans, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois alors que les grandes gueules débutaient, que nous n'étions qu'à la radio. À chaque fois, vous avez répondu positivement à cette demande de venir débattre avec ceux qui représentent les Français. Et on vous en remercie. Oui, ils ne représentent pas les Français, mais je viens vous voir parce que je ne vais plus nulle part. Hein. C'est devenu insupportable pour moi. Par respect pour ma propre dignité personnelle, je ne rencontre plus une série de journalistes. Mais je trouve que vous avez, il y a 20 ans, introduit un style. Et il a fait école, et les imitateurs n'ont pas toujours été très bons. C'est-à-dire, d'accord, vous êtes grinçant et piquant, on ne va pas dire le contraire, mais c'est toujours resté dans un certain respect mutuel, quoi. Ça ne passe pas certaines limites. Après, on a quand même aussi le droit de se faire brocarder, ça fait partie de l'engagement politique. Mais partout ailleurs, c'est devenu insupportable, c'est une corrida. Maintenant, on m'invite pour se faire Mélenchon. Alors, tout ça, c'est fait dans une ambiance assez particulière, parce qu'il y avait un public qui a bougé un petit peu. C'est-à-dire qu'à la fin, vous le verrez peut-être tout à l'heure, mais à la fin, le public était plutôt à applaudir, une partie du public à applaudir Jean-Luc Mélenchon. Mais quand il s'est attaqué à la question, notamment des minima sociaux, écoutez bien la manière dont va réagir le public, et on se demande forcément comment est choisi ce public, sur quels critères. Est-ce qu'il y a un profil particulier ou c'est pris comme ça à la volée? Je ne sais pas. Ce serait intéressant, effectivement, qu'on ait la réponse. Comment on fait pour qu'il en sorte moins de la caisse? Parce que je pense que le consentement à l'imposition, il part de là aussi. Aujourd'hui, tous les artisans, et moi je viens du milieu rural, qui se lèvent à 5 h du matin, qui font leur journée et qui voient leurs voisins qui attendent que les aides sociales y tombent, et ben ils n'en peuvent plus. Et ils sont plus dans le consentement à l'impôt, ces gens-là. Écoutez, vous applaudissez ça? Vous croyez réellement
Vous croyez réellement que les gens qui ont recours à l'aide sociale sont des profiteurs pendant que les autres bossent? Vous le croyez réellement? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah oui. Parce que quand vous serez malade, vous serez bien content d'avoir la sécurité sociale pour prendre en charge les soins. Quand vous... Écoutez, franchement... Alors attendez, répondez. Non, eh ben je m'excuse, le peuple français, c'est pas un ramassis d'égoïstes. Il faut savoir partager. Mais tout le monde est d'accord. Ouais. C'est bon, je suis pas de votre avis. Non, mais tout le monde est d'accord, non? Oui. Vous êtes 50 et vous criez en même temps, je peux crier tout seul. Bon, alors la réponse sur le... Alors on peut se poser cette question pour le public, hein? Ok, on aura peut-être la réponse. Mais on peut aussi se poser la question pour les chroniqueurs, parce que et je reviens à ce que disait au départ Jean-Luc Mélenchon, à savoir qu'il faisait part d'une quasi-bienveillance des gens sur le plateau. Non, enfin, je vous laisse juger, mais elle s'appelle Flora Gebali, elle se revendique comme étant femme de gauche. Elle était effectivement, je pense que c'est une erreur de casting, mais elle était effectivement candidate, je crois que c'était aux Européennes sur la liste Europe Écologie Les Verts, parce que là, rien à faire là. Écoutez comment elle va... Je le dis très tranquillement, maltraiter, parce que là, c'est de l'ordre de la maltraitance. Comment elle va maltraiter Jean-Luc Mélenchon? Je vous laisse écouter. Monsieur Mélenchon, merci d'être là. Je fais partie des gens qui ont pu, à un certain moment, vous trouver visionnaire et espérer que la gauche s'unisse vers la victoire. Mais là, honnêtement, c'est plus possible d'être de gauche et de vous soutenir. Je vous donne quelques exemples, parce qu'à LFI, en fait, vous n'avez plus rien de gauche. 1, cette semaine, on a vu des drapeaux, des mollahs dans les manifestations de LFI. 2, vous avez tellement lâché la question de la sécurité que quand il y a une finale de Ligue des Champions, une femme ne peut pas descendre dans la rue sans avoir peur de se faire violer, mais que vous en avez rien à faire. Vous êtes sur d'autres considérations. 3, Monsieur Bompard a comparé la liberté d'expression de l'Union européenne à celle de l'Algérie. Mais qu'est-ce que c'est ? 4, vous parlez d'un antisémitisme résiduel quand une enfant de 12 ans s'est fait violer à coups de sale juive. Écoutez, 5, je termine ma phrase, monsieur Mélenchon. Non, attendez, juste j'ai presque terminé, monsieur Mélenchon. Non, je n'ai pas dit ça et vous le savez aussi bien que je termine ma phrase. Non, vous êtes juste une ancienne candidate de la liste Europe Écologie Les Verts qui trouvait l'occasion de me taper dessus. Parce que quand vous avez été sur cette liste, avec cette magnifique ligne que vous défendez, vous avez diminué par 2 le score de votre liste. Alors s'il vous plaît, ayez au moins la pudeur de ne pas insulter les gens. Est-ce que je peux terminer ma phrase? Vous avez le droit, madame, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter. Je vous ai pas insulté, monsieur. Si, vous n'avez fait que ça. Je vous pose une question. Un homme qui est capable de dire une chose comme celle que... Non, vous citez rien, vous inventez. Je suis pas un homme, je suis une femme. Vous inventez. Je liste des choses qui sont... Non, mais je termine ma phrase. Non, c'est un débat. Elle finit. Allez-y. Non, mais sur quoi je termine. Vous insultez tous les jours des journalistes sur Twitter. Vous réintégrez un député qui a été condamné pour violences sexuelles, sexistes et sexuelles. Donc, d'abord, vous n'êtes pas féministe. Ensuite, vous n'êtes pas humaniste. Ensuite, vous n'êtes pas universaliste. Et enfin, vous n'êtes même pas républicain. Comment, monsieur Mélenchon, comment osez-vous... Voilà, bravo. Monsieur, non mais comment osez-vous aspirer à représenter le peuple de gauche quand vous n'en avez plus aucune composante? Alors, on a compris. Maintenant, Jean-Luc Mélenchon... Non, je ne vais pas perdre mon temps. Alors, je vous rassure, comme tu l'as précisé tout à l'heure, Fabrice, ils n'ont pas invité que Jean-Luc Mélenchon. Et le traitement n'a pas été le même selon les candidats. Et ils ont fait preuve vraiment d'une certaine douceur de vivre avec, devinez qui? Je vous laisse regarder. Le voilement des femmes. Les dernières enquêtes qui ont été menées, que ce soit par le CSA, par l'Institut de sondage CSA ou l'IFOP, montrent qu'une majorité de Français, on est à chaque fois au-dessus de 60%, souhaitent l'interdiction du voilement des femmes, qui est un signe du patriarcat islamique, aussi bien dans l'espace public, dans le sport et évidemment pour les mineurs de moins de 15 ans. Je pense, à titre personnel, que le seul moyen d'arriver à cette interdiction du patriarcat islamique et du voilement des femmes, c'est le référendum. Comment pensez-vous possible de réaliser un référendum, si vous arriviez au pouvoir, pour aller au bout notamment de l'éradication de ce drapeau de l'islam politique qu'est le voilement des femmes? Alors, moi, je pense, et je pense tellement d'ailleurs que nous l'avons rédigé, qu'en réalité, il faut une loi de lutte contre les idéologies totalitaires islamistes. On se pose la question pour Jean-Luc Mélenchon, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres militants et politiques de gauche. Quel intérêt d'aller sur ces plateaux où, de toute évidence,
on a affaire à des journalistes très partisans qui sont là pour clouer ces politiques au pilori. La question se pose évidemment. Si c'était pertinent, si c'était des vraies accusations étayées avec des faits, des phrases et ainsi de suite, ça marcherait. Sauf que là, elle a, alors sur une autre partie, elle va expliquer que, alors je crois que c'était pas David Guiraud, pardon, c'était Manuel Bompard qui avait sorti une énormité sur la comparaison entre l'Union européenne et puis ils aiment bien ces trucs-là. Donc elle va poster, mais avec un aplomb extraordinaire. Elle va poster sur les réseaux sociaux. C'est là, sur une interview, je crois, Europe 1 ou je ne sais plus quoi. C'est à la fin de l'interview. Qu'est-ce qu'il fait? Il réécoute Manuel Bompard et il retranscrit à la virgule près ce qu'il a dit, qui ne correspond absolument pas. Mais qu'est-ce que vont retenir les gens qui écoutent cette émission? Évidemment, ils vont retenir la séquence. Ils ne vont pas les vérifier par eux-mêmes à chaque fois, retrouver les timecodes et compagnie. Enfin, c'est pas sérieux. Donc, effectivement, je trouve que la bienveillance, je trouve étonnante, la bienveillance de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de ce show qui n'a rien d'une émission politique, qui n'est qu'une espèce d'arène qui a vocation à bouffer du gaucho. Alors on le sent excédé après les questions, mais c'est vrai que, il sait où il met les pieds quand même. Avec les GG en général, on sait qu'ils sont assez hostiles à lui. Alors avec Flora Gebali, je pense qu'il a bien fait de dire on arrête là, on discute plus, puisqu'il n'y a plus matière à discuter, puisque tout est irrationnel. Et elle va aller, elle est formidable cette femme. Elle va aller jusqu'à, vous savez, c'est le fameux truc antisémite. Elle va dire c'est du sexisme, c'est parce que je suis une femme que vous me parlez comme ça. Mais bon, j'ai cette connerie encore. Lui, il aurait pu répondre, Méluche, il aurait pu dire c'est parce que je suis né au Maroc, vous êtes raciste. Tu vois, on n'en finit plus. Donc non, je trouve qu'il a bien fait de ne pas répondre. Après, voilà, je vous dis, chacun se fait son avis. Je pense que pour moi, c'est une séquence problématique sur un plan journalistique et sur un plan politique. Je ne sais pas ce que ça peut apporter, mais je vais résumer par ce qu'a écrit, alors j'ai oublié son nom, je suis absolument désolé, mais ils ont été plusieurs, je crois, à écrire que si ça ne rapportait si ça convainquait qu'une seule personne, si ça rapportait une seule voix, ce serait largement rentabilisé. Eh bien, merci Momo, on passe à tes coups de cœur. Alors, il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'une maison d'édition absolument extraordinaire qui est en Touraine, qui s'appelle Comics Initiative, donc on les trouve évidemment partout, et qui ont une fibre sociale. Alors, généralement, on peut parler de fibre sociale parfois, c'est un peu ténu. Alors, eux, ils y vont très, très gaiement, et ils ont une histoire de solidarité qui est une série qu'on va voir à l'écran et qui se décline en plusieurs thématiques. Et là, cette histoire des solidarités, alors c'est signé Simon Rochepeau et Damien Geoffroy, c'est l'opus numéro 2, ça s'appelle Les Paradoxes, et ça va traiter d'organisations syndicales qui vont se battre pour maintenir des activités sociales. Ça se passe dans les années 50. Après les années 50, ça se passe durant les 30 Glorieuses, et c'est comme d'habitude absolument engagé. Les dessins sont magnifiques, et vraiment je vous invite à aller piocher ces fameuses histoires de solidarité avec un S, parce qu'on peut les prendre dans le désordre. Il n'y a pas spécialement de logique, et je trouve ça assez formidable. Donc c'est une histoire des solidarités, Les Paradoxes, donc le numéro 2, Simon Rochepeau et Damien Geoffroy. Et je voulais aussi vous parler, alors là c'est exceptionnel, vraiment. Ça s'appelle Envie. C'est signé par Joub et Nicobi. C'est toujours chez Comics Initiative. Et je n'ai jamais vu ça, une bande dessinée sans bulle, sans texte. Il y a simplement des surtitres. C'est une BD muette. Ouais, une BD muette, mais qui parle énormément, qui nous parle énormément, plus seul que jamais, dans un camp en Libye. Et ça raconte l'émigration, tout simplement. Et ça raconte tous ces gens qui vont devoir, à un moment de leur vie, risquer leur vie, prendre un bateau pour traverser, marcher longuement, affronter les dangers, affronter parfois la prison, pour une vie meilleure. Ça s'appelle et ça me rappelle d'ailleurs la fameuse pièce que j'avais vue et dont j'avais parlé ici dans mes coups de cœur avec Kevin Razi. Ça s'appelait Passeport, si mes souvenirs sont bons. Envie chez Comics Initiative par Joub et Nicobi. Et je précise que 2,50 € par ouvrage, 2,50 € sont reversés à nos amis, camarades et militants d'SOS Méditerranée. Donc c'est pas seulement de la théorie, c'est aussi de la pratique. Vraiment, je termine là-dessus, mais
Je vous le dis, Comics Initiative, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Si vous voulez bronzer intelligemment ou faire des cadeaux, vous prenez n'importe quel de leurs ouvrages. J'en suis au, je sais pas, 7e ou 8e. C'est absolument exceptionnel. Je leur souhaite énormément de succès et longue vie, et j'espère qu'on les aura un jour en coup de cœur, parce qu'il n'est pas exclu de recevoir des gens pendant les coups de cœur, qu'on les aura en coup de cœur en plateau un jour, quand ils seront disponibles, bien évidemment. Magnifique initiative, on leur souhaite bien du courage et beaucoup de bonnes choses. Et donc, pour terminer cette émission, est-ce que tu as des remerciements pour cette semaine, Moumou? Bon, alors, si vous avez suivi l'émission depuis le début, vous avez entendu à plusieurs reprises, vous m'avez entendu évoquer notre ami et chroniqueur, d'ailleurs, Kevin Razi. Alors, pourquoi je le citais? Parce que je vais lui demander juste de s'approcher, parce qu'il m'a fait, il m'a fait l'amitié de venir assister simplement à l'émission. Salut l'œil de Moumou, salut les Moumouers. Je suis très honoré, je te remercie infiniment, vraiment. Merci, c'est un plaisir. Et puis, écoute, rendez-vous bientôt, j'espère, pour une nouvelle chronique de ta part. Avec grand plaisir. À laquelle j'assisterai si je suis là. Eh ben, c'est payant, mais tu as le droit de venir. Va t'asseoir. C'est rendez-vous avec Kevin Razi, qu'on retrouve bientôt sur le média. Merci Momo et merci à Kevin. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire sur YouTube ou via l'adresse contact@lemediatv.fr. Si vous le pouvez, soutenez-nous, soutenez le travail de journalistes indépendants, soutenez notre riposte contre l'extrême droite en allant sur le site internet campagne.lemediatv.fr. Bonne suite des programmes sur le média.